Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire portant sur les principes généraux pour mesurer l'exposition donc aux substances chimiques. Sachez d'ores et déjà que deux autres séminaires sur la stratégie de prélèvement dans l'air des lieux de travail et sur le diagnostic d'exposition et d'utilisation d'Altrex Chimie suivront donc prochainement en mai et en juin prochain. Donc, ce webinaire d'une quarantaine de minutes sera suivi par une vingtaine de minutes durant lesquelles nous répondrons donc à des questions que vous nous avez postées. Et donc sera co-animé avec Nadia Nikolova-Pavageau, qui est conseillère médicale en toxicologie professionnelle à l'INRS. Je me présente à mon tour, donc Gauthier Mater, je suis responsable du laboratoire d'évaluation du risque et des expositions à l'INRS, qui est rattaché au département de métrologie des polluants. Alors sachez qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 650 personnes inscrites à ce webinaire, et que le nombre de questions que nous avons reçues a montré donc, le vif intérêt porté sur ce sujet. Aujourd'hui, je vous rappelle que l'objectif de notre intervention est de présenter les généralités de la métrologie d'atmosphère et de la biométrologie qui sont des enjeux pour la prévention dans les entreprises. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter ce matin le volet sur la métrologie atmosphérique. Je ferai dans un premier temps donc un point sur les éléments se rapportant donc à la notion d'évaluation du risque, qui est un prémisse à la réalisation de mesures d'exposition. Puis, je vous présenterai donc les éléments contextuels de la mesure atmosphérique, avant de décliner donc les différents objectifs qui peuvent motiver la réalisation de mesures atmosphériques, et je finirai par décrire donc la démarche réglementaire du contrôle des expositions. Nadia, quant à elle, va aborder donc dans un second temps les principes généraux de la biométrologie. Donc l'évaluation du risque chimique, c'est difficile de parler de mesures d'exposition à des produits chimiques sans parler d'évaluation du risque chimique, qui constitue donc le préalable de toute démarche de prévention des risques chimiques et qui permet donc de hiérarchiser les actions de prévention à mener pour mettre en place un plan d'action de prévention. Donc, à l'issue de certaines situations de travail, à l'issue de l'évaluation du risque chimique, il y a certaines situations de travail qui peuvent nécessiter de mettre en place des mesures pour définir s'il existe un risque de dépassement de la VLEP à un poste de travail. Et donc, la comparaison à une VLEP permet de vérifier donc, la conformité au regard d'une valeur de référence, qu'elle soit réglementaire ou pas. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'objectif de tout employeur, en s'appuyant sur les 9 principes généraux de prévention qui sont présentés ici, reste de réduire l'exposition des travailleurs à son plus bas niveau techniquement possible. Alors, cette évaluation du risque, bien entendu, elle doit être mise à jour régulièrement pour prendre en compte l'évolution des connaissances à chaque modification importante et à chaque modification importante des processus de travail. Elle est de la responsabilité du chef d'établissement qui va consigner donc l'ensemble de ces résultats dans le document unique d'évaluation des risques. Pour vous aider, donc, il existe différents outils qui sont disponibles, notamment l'outil CERICH, pour lequel je vous ai mis donc l'adresse de son site web, et vous pouvez aussi tout à fait regarder donc les différents webinaires que l'INRS vous a proposés sur ce sujet. Alors, l'évaluation des expositions des travailleurs à des produits chimiques est une démarche qui est entamée depuis la fin du 19e siècle par la publication, donc en 1883, d'une première valeur limite d'exposition professionnelle, qu'on appelle aussi VLEP, pour le monoxyde de carbone par l'hygiéniste allemand Max Gruber. Et depuis, donc, il y a de nombreux pays qui ont proposé donc, des VLEP qui, pour certaines, sont retranscrites dans leur réglementation nationale. Alors en France, cette réflexion sur les VLEP, elle est intervenue donc assez tardivement avec une première VLEP pour l'amiante qui est apparue donc en 1977. Et c'est finalement au début des années 80, sous l'égide du Conseil supérieur des risques professionnels, que des groupes de toxicologues qui étaient issus de divers organismes ont proposé donc des VLEP à caractère réglementaire fixés par décret pour certains agents cancérigènes, mutagènes ou encore reprotoxiques, et d'autres indicatifs pour plusieurs centaines d'agents chimiques. Alors, ces VLEP indicatives, qui sont finalement que la transposition de valeurs proposées donc, par la CJH, ont été publiées sous forme de circulaire par le ministère du Travail dans les années 80-90, sans véritable analyse de fond. Alors, on peut définir une VLEP comme étant la limite de la moyenne pondérée, donc en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dans l'air de la zone respiratoire d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
Finalement, c'est une valeur qui ne doit jamais être dépassée. Son objectif est de prévenir l'apparition d'effets sur la santé, donc au regard d'exposition d'un travailleur à des produits chimiques. Et pour cela, donc, il existe des VLEP court terme hein, qui sont là pour prévenir les risques d'effets toxiques immédiats ou à court terme, qui sont généralement mesurés sur une durée de 15 minutes. Et puis, on va avoir des VLEP 8 heures qui sont là pour protéger les travailleurs des effets à moyen ou long terme et qui sont généralement réalisés, mesurés sur la durée d'un poste de travail. Alors, il existe des VLEP réglementaires hein, qui sont reprises dans des décrets ou des arrêtés et des VLEP indicatives qu'on va avoir à travers des circulaires comme on vient de le voir. Alors, parmi les VLEP réglementaires, on va trouver donc des substances qui ont des VLEP réglementaires contraignantes qui sont donc centralisées, reprises dans l'article R4412-149 du Code du travail et des VLEP réglementaires indicatives que vous pouvez retrouver dans l'article R4412-150 du Code du travail. D'un point de vue européen, donc la directive cadre hein, relative à la sécurité et à la santé au travail, qui a été adoptée donc en 1989, a marqué un tournant décisif hein, vraiment pour l'amélioration de la sécurité et santé au travail, hein, puisque elle garantit des conditions minimales de sécurité donc, et de santé tout en autorisant finalement les États membres à maintenir ou à mettre en place des mesures qui sont plus strictes. Alors dans ce contexte, à la suite de la publication de la directive du 7 avril 1998 qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques, chaque État membre de l'Union européenne publie donc les VLEP dans leur réglementation. Donc à ce jour, hein, comme vous pouvez le voir ici, on a 5 listes hein, qui sont issues de 5 directives européennes qui définissent donc les VLEP. Et la dernière en date a été publiée donc en 2019 et compte 10 substances chimiques qui doivent être transposées dans le droit français avant le 20 mai 2021. Alors en parallèle de cette directive portant sur les agents chimiques, on a une directive qui concerne la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition des agents cancérigènes ou mutagènes, qui a été publiée quant à elle en 2004. Et entre 2017 et 2019, on a trois directives qui ont transmis des VLEP pour 14, 8 et 5 agents cancérigènes ou mutagènes. Alors pour celle de 2019, les États membres ont jusqu'au 16 janvier et 11 juillet 2021 pour transposer ces valeurs dans leur droit national. Alors la provenance des VLEP réglementaires en France est donc issue des directives européennes que l'on vient de voir ou directement issue d'expertise nationale. Quant au dispositif français de fixation des VLEP, il repose quant à lui sur une démarche en 3 phases hein, et depuis 2005, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, hein, qui s'appelait l'AFSET, qui est devenue aujourd'hui l'ANSES, expertise scientifiquement et de manière indépendante les VLEP et émet des avis qui sont rendus publics sur lesquels s'appuie le gestionnaire du risque. Ce dernier donc, a pris une phase de concertation au sein du comité d'orientation et des conditions de travail, hein, que l'on appelle aussi le COCT, fixe par décret donc, les valeurs réglementaires contraignantes et par arrêté les valeurs réglementaires indicatives. Aujourd'hui, donc la version électronique de l'ED 984, qui est référencée sous le nom Outil 65 sur le site de l'INRS, liste une version à jour donc des VLEP réglementaires et non réglementaires françaises, renseigne également donc sur le caractère CMR des substances au regard de la classification CLP, stipule s'il existe un risque de pénétration percutanée et est assorti donc de la mention bruit pour certaines substances indiquant la possibilité d'une atteinte auditive en cas de coexposition au bruit. Alors, les objectifs hein, qui visent à réaliser donc, des mesures atmosphériques sont variés. Hein. Sur le plan de la prévention, on peut par exemple chercher donc, à connaître le niveau d'exposition à une tâche particulière. On peut aussi hein, être amené à chercher, donc à déterminer de nouveaux moyens de prévention, donc à un poste de travail qui peuvent être déployés, et par la suite donc en mesurer leur efficacité. On peut aussi chercher donc à objectiver les expositions suite à une évaluation du risque chimique, par exemple pour compléter à travers une démarche quantitative l'approche qualitative d'une évaluation du risque chimique. Enfin, on peut aussi chercher donc à caractériser ou identifier donc les substances qui sont émises et transformées par un procédé par des techniques de métrologie telles que le screening qui permet d'identifier, de caractériser donc les substances qui peuvent être émises par un procédé et qui pourraient tout à fait être intégrées dans l'évaluation du risque chimique.
Sur le plan réglementaire, on va chercher tout simplement donc à répondre à ces exigences réglementaires par le contrôle des expositions pour les substances qui ont des VLEP réglementaires contraignantes et des VLEP réglementaires indicatives. Alors, ce sont des personnes qui sont formées et compétentes, qui peuvent réaliser donc des mesures atmosphériques. Pour cela, donc sachez que par exemple l'INRS propose différents types de formations, non comme celle en fait qui est référencée dans le catalogue CA 1532, qui porte sur l'établissement d'une stratégie, sur la réalisation et l'interprétation d'une campagne de prélèvement atmosphérique, pour lequel il existe des places toujours aujourd'hui de disponibles et qui est donc annuellement donc réalisé courant du mois de novembre. Donc après, le choix de la personne qui est en charge de réaliser donc le mesurage va dépendre finalement de l'objectif de la mesure. Dans un cadre de prévention ou d'études et recherches, ça peut tout à fait être des préventeurs, des services santé au travail, des hygiénistes industriels, des personnels QSE d'une entreprise, des laboratoires en hygiène industrielle. Alors que dans un cadre réglementaire, là, on n'a pas tout à fait le choix. C'est forcément des organismes qui sont accrédités pour le contrôle des expositions professionnelles aux agents chimiques dans l'air des lieux de travail qui sont à même à pouvoir réaliser donc, ces contrôles réglementaires au regard de la législation en vigueur. Alors, l'approche préconisée par l'INRS pour la réalisation des mesures s'inscrit dans une démarche donc en quatre étapes. La première porte sur l'élaboration d'une stratégie de prélèvement qui s'appuie donc sur les conclusions de l'évaluation du risque chimique, sur des méthodes de screening, comme on l'a vu, pour identifier et caractériser donc les substances qui peuvent être émises par des procédés, et dont la finalité constitue donc à la constitution de groupes d'exposition similaires que l'on verra, que l'on appelle GES et qu'on leur verra un petit peu plus tard. La deuxième étape porte sur la réalisation donc de la campagne de mesure, qui sera suivie donc par une troisième étape d'analyse des échantillons par un laboratoire spécialisé ou accrédité dans l'aire des lieux de travail. Enfin, donc, on passera donc à l'interprétation des concentrations mesurées qui permettra de conduire un diagnostic de respect ou de dépassement d'une VLEP qui sera donc synthétisé dans un rapport qui devra être transmis donc aux responsables d'entreprise. Alors, sachez que le guide méthodologique proposé par l'INRS dans la base Métropole décrit précisément donc la démarche que je viens de vous présenter, à savoir donc ces 4 étapes, et est disponible sur le site de l'INRS pour en savoir plus. Alors pour des raisons techniques et économiques, vous comprendrez bien qu'il n'est pas possible de mesurer tous les jours tous les agents chimiques sur tous les travailleurs, et c'est pourquoi donc lors de la réalisation donc d'une campagne de mesure, l'objectif n'est généralement pas d'acquérir de la connaissance uniquement sur la période de temps de mesurage, mais finalement d'acquérir des connaissances générales sur les expositions dans les mêmes circonstances et conditions que le jour du prélèvement. Donc pour cela, donc les mesures effectuées doivent être représentatives de l'activité et prendre en compte donc la variabilité spatiale, donc c'est-à-dire les gestes et postures donc des travailleurs, mais aussi la variabilité temporelle, c'est-à-dire d'une journée sur l'autre, comme le présente ce graphique, où l'on peut voir qu'on a une forte variabilité des niveaux d'exposition d'une journée sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre. Enfin, donc, afin de prendre en compte donc, la gestuelle, le positionnement, les déplacements d'un travailleur, il est nécessaire de réaliser des mesures d'exposition. Ces dernières s'effectuent donc au niveau des voies respiratoires du travailleur, comme l'indique cette demi-sphère sur le schéma qui est présenté ici. Par contre, si l'on souhaite cartographier donc, les niveaux de concentration d'un atelier, l'approche sera différente. Dans ce cas, donc, des mesures d'ambiance sont effectuées, généralement positionnées sur la base d'un maillage de la zone qu'on cherche à étudier, et l'emploi de trépieds dans ce cas de figure pour positionner les appareils de mesure est recommandé pour ce type d'approche. Alors, la durée de prélèvement, elle va dépendre finalement de l'objectif de la mesure. Si l'objectif en fait porte sur l'évaluation de l'exposition à une tâche particulière, dans ce cas-là, la mesure doit être réalisée sur la durée de la tâche qui est effectuée par le travailleur. Par contre, si l'on cherche donc à comparer la mesure avec une VLEP, si dans le cadre d'une VLEP 8 heures, la mesure devra durer la durée du poste de travail, sans oublier donc les tâches de début et de fin de poste qui sont bien souvent les plus émissives ou les plus exposantes.
et les VLEP court terme qui, quant à elles, seront réalisées donc, sur une durée de 15 minutes de manière générale. De même, le choix de l'agent chimique à mesurer sera fonction de l'objectif visé. Il peut être nécessaire de se référer donc, aux conclusions de l'évaluation du risque chimique dans un certain nombre de ces situations. Alors, le contexte réglementaire français pour le contrôle des VLEP, il repose donc sur le décret du 15 décembre 2009, avec quelque part, on pourrait le qualifier comme ça, une co-responsabilité où l'employeur finalement est responsable des résultats, des conclusions de l'évaluation du risque chimique qui est issu du document unique et qui va donc permettre de définir finalement les substances qui possèdent une VLEP réglementaire qui sont à contrôler, avec cette notion de risque faible pour les agents chimiques dangereux uniquement, qui n'existe pas pour les CMR. Quant à lui, l'organisme accrédité, lui, il sera responsable de la stratégie qu'il va proposer sur la base du document unique que le chef d'entreprise lui aura transmis. Donc la première étape repose sur l'établissement de la stratégie de prélèvement. Elle doit être élaborée donc après consultation donc, de l'employeur, bien évidemment, du médecin du travail, des instances représentatives du personnel. Toutes sources d'informations nécessaires à sa réalisation sont à consulter, que ce soit d'ordre au niveau de la littérature bibliographique, mais aussi, par exemple, la base Solvex, qui est disponible sur le site de l'INRS et qui regroupe plus de 700 000 résultats d'exposition professionnelle pour plus de 340 agents chimiques qui appartiennent à différentes familles. On va retrouver des composés organiques volatiles ou semi-volatiles, on va retrouver des aérosols, la silice, des métaux, des acides, des bases, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des isocyanates, enfin voilà, beaucoup de familles chimiques qui sont utilisées en milieu du travail et qui peut ainsi apporter de la connaissance sur les expositions pour des situations de travail qui seront décrites par l'utilisateur de Solvex. Et donc, pour mener à bien donc, cette stratégie de prélèvement, bien évidemment, la visite de l'établissement est un indispensable, notamment pour pouvoir définir les groupes d'exposition similaires qui sont finalement des ensembles de travailleurs qui vont effectuer des tâches similaires et qui sont exposés à des niveaux comparables pour des mêmes substances. Donc, à l'issue de la stratégie de prélèvement et de son plan de mesurage, 3 campagnes de 3 mesures par GES à réaliser sur une période d'1 an est à faire. L'exploitation donc des résultats permettra de définir statistiquement sur la base d'une probabilité de dépassement s'il existe ou non un risque de dépassement de la VLEP. Les résultats transmis donc à l'employeur sont communiqués par ce dernier au médecin du travail, aux instances représentatives du personnel de l'établissement, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont également mis à disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents de service de la prévention des organismes de la sécurité sociale. Donc, à l'issue de cette campagne de mesures, les suites à donner seront fonction donc, des résultats que l'on va obtenir. Par exemple, on peut être amené à mettre en place des actions correctives dans le cas d'un dépassement de la VLEP. Pour un agent CMR qui aurait une VLEP réglementaire contraignante, l'employeur doit arrêter le travail au poste de travail et mettre en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs. Dans le cas d'un agent chimique dangereux qui aurait une VLEP réglementaire contraignante, il devra mettre en œuvre immédiatement des mesures de prévention et de protection adaptées. Dans le cadre d'un agent CMR ou d'un agent chimique dangereux qui aurait une VLEP réglementaire, mais cette fois indicative, l'évaluation du risque chimique devra être révisée et il sera nécessaire de déterminer donc, des mesures de prévention et de protection adaptées. L'employeur peut aussi être amené donc, à revoir les conclusions de son évaluation du risque chimique et il devra bien entendu définir la périodicité des mesures qui seront donc à définir à la suite de cette première série de campagnes. Alors, nous pouvons conclure cette première partie sur les mesures atmosphériques en disant que les raisons de réaliser les mesures sont diverses et elles doivent répondre à un besoin et être déclinées sous forme d'objectifs. La mesure atmosphérique n'est cependant qu'un moyen d'objectiver le niveau d'exposition d'une situation de travail et des mesures complémentaires prenant en compte finalement toutes les voies de pénétration dans l'organisme doivent parfois être effectuées. Et c'est ce que Nadia maintenant va vous présenter à travers la biométrologie.
Bonjour à tous, je me présente, Nadia Nikolova, je suis conseillère médicale en toxicologie professionnelle à l'INRS. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les principes généraux de la surveillance biologique des expositions professionnelles. Nous allons commencer par définir ce que c'est la surveillance biologique des expositions professionnelles ou encore biométrologie, une approche qui historiquement est apparue après la métrologie atmosphérique. Donc, en 1980, des experts réunis par la Commission des communautés européennes, le NIOSH et l'OSHA, ont défini la surveillance biologique des expositions professionnelles comme la mesure de substance de l'environnement du poste de travail ou de leurs métabolites dans les milieux biologiques chez des travailleurs exposés pour évaluer l'exposition et les risques pour la santé en comparant les valeurs mesurées à des références appropriées. Le paramètre qui va être mesuré, on va l'appeler indicateur biologique d'exposition. Donc, il peut s'agir de l'agent chimique lui-même, de ses métabolites, de produits fixés sur les cibles. Par exemple, la carboxyhémoglobine qui est obtenue par la fixation du monoxyde de carbone sur l'hémoglobine ou sur des sites non critiques. Par exemple, des adduits avec les protéines plasmatiques qui vont servir à transporter les substances aux organes de distribution, qui sont analysés dans un milieu biologique. Le plus souvent, il s'agit des urines et du sang. Cela peut être également l'air expiré. À cette définition, on peut rajouter des indicateurs biologiques d'effets précoces et réversibles dans la mesure où ils peuvent être spécifiquement corrélés à l'exposition à l'agent. Donc, on peut citer comme exemple la mesure de marqueurs d'atteinte tubulaire rénale précoce que sont la rétinol binding protéine ou la bêta-2-microglobuline urinaire dans le cadre d'une exposition au cadmium. Les références appropriées auxquelles fait référence la définition de la biométrologie, ce sont les valeurs biologiques d'interprétation définies dans les recommandations de bonnes pratiques de la Société française de médecine du travail, comme les valeurs de référence pour l'interprétation du résultat de l'indicateur biologique d'exposition dans le cadre de la surveillance biologique. Deux grands types de valeurs biologiques d'interprétation sont disponibles. Les valeurs biologiques d'interprétation pour le milieu de travail et les valeurs biologiques d'interprétation issues de la population générale adulte. La place de la surveillance biologique des expositions professionnelles est définie dans la réglementation. Le Code du travail définit ce que c'est une valeur limite biologique, comme la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet. Il est précisé dans le Code du travail que pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte les VLEP, donc les valeurs limites d'exposition professionnelle, mais aussi les valeurs limites biologiques. Dans les dispositions relatives aux agences CMR, il est mentionné que pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée, ce qui est rendu possible par la biométrologie. Le Code du travail précise également le rôle du médecin du travail qui va prescrire les examens complémentaires dans le cadre de la surveillance biologique. Le médecin du travail informe le travailleur des résultats de ces examens et de leur interprétation. Il informe également l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats en garantissant le respect du secret médical. Enfin, le Code du travail fixe une valeur limite biologique à ne pas dépasser pour le plan sanguin, qui s'appelle également plombémie, et des valeurs seuil pour la mise en place d'un suivi individuel renforcé. Il s'agit actuellement de la seule valeur limite biologique réglementaire. Donc récemment, l'arrêté du 14 mai 2019 fixe une VLEP indicative pour le cadmium, pour la fraction inhalable du cadmium, ou les composés inorganiques, avec une option alternative qui consiste à appliquer cette valeur à la fraction alvéolaire si une surveillance biologique est mise en place par le médecin du travail et permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 microgrammes par gramme de créatinine pour le cadmium urinaire.
on a bien compris, il existe une seule valeur limite biologique réglementaire. Que faire en l'absence d'autres valeurs réglementaires? Donc, le médecin du travail peut s'appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques pour la surveillance biologique des expositions professionnelles aux agents chimiques de 2016, dont le promoteur est la Société française de médecine du travail. Elle constitue un guide pour le médecin du travail dans les décisions et la mise en place pratique d'une surveillance biologique, dans l'interprétation des résultats, la restitution individuelle et collective. Ces recommandations précisent notamment des critères de choix et un ordre de priorité pour retenir une valeur biologique d'interprétation parmi les différentes valeurs proposées par différents organismes. Notamment en France, les valeurs limites biologiques pour le milieu de travail et les valeurs biologiques de référence issues d'études en population générale adulte qui sont proposées par l'ANSES. Au niveau européen, ce sont les valeurs biologiques proposées par le Comité d'évaluation des risques auprès de l'Agence européenne des produits chimiques. D'autres organismes proposent ce type de valeurs, comme la CGIH aux États-Unis, la Commission allemande au DFG ou l'OFIOH en Finlande. L'ensemble des valeurs biologiques d'interprétation disponibles sont référencées et régulièrement mises à jour dans la base de données Biotox. Pourquoi faire de la biométrologie? Quelles sont les indications de cette approche? La principale indication de la biométrologie est l'évaluation du risque chimique et plus particulièrement la mesure de l'exposition, puisqu'elle permet de mesurer l'exposition interne, alors que la métrologie atmosphérique, elle va estimer l'exposition externe. La surveillance biologique est un excellent outil de prévention puisqu'elle permet d'identifier des tâches, des postes de travail ou des groupes d'exposition similaires à risque afin de prioriser les actions de prévention. Elle permet également d'évaluer l'efficacité des mesures de prévention collective ou l'efficacité des EPI déjà en place. Elle peut répondre à des objectifs de suivi réglementaire dans le cadre de l'exposition à la plombémie, puisqu'on dispose d'une valeur limite biologique réglementaire. Elle peut aider le médecin du travail à adapter le poste du travail ou le suivi médical. Par exemple, l'ANSES propose une valeur limite biologique pragmatique basée sur la toxicité tubulaire pour le cadmium urinaire de 5 microgrammes par gramme de créatinine et une valeur seuil de 2 microgrammes par gramme de créatinine, à partir de laquelle le médecin du travail va mettre en place un suivi périodique des marqueurs urinaires précoces d'atteinte tubulaire. On les a cités, la rétinol binding protein et la bêta-2-microglobuline tubulaire. La biométrologie peut aider à documenter une exposition accidentelle ou bien documenter une exposition dans le cadre d'une démarche de reconnaissance à maladie professionnelle. 3 tableaux de maladies professionnelles mentionnent des résultats de biométrologie dans la désignation de la pathologie. Le tableau 1 du régime général qui concerne les affections liées au plomb ainsi que les tableaux qui concernent les affections liées aux organophosphorés anticholinésterasiques et le monoxyde de carbone. Enfin, la surveillance biologique des expositions professionnelles peut répondre à des objectifs de traçabilité individuelle. Donc, les résultats individuels vont être renseignés par le médecin du travail dans le dossier médical en santé au travail, mais également collectives, puisque les données globales et anonymes de la surveillance biologique permettent au médecin du travail de renseigner les éléments de la fiche d'entreprise relatifs aux risques chimiques. Cette méthode présente beaucoup d'avantages. Tout d'abord, la surveillance biologique des expositions professionnelles intègre toutes les voies d'absorption. Bien évidemment, la métrologie atmosphérique permet d'estimer l'exposition par voie respiratoire, mais la biométrologie est particulièrement importante lorsque les voies cutanées ou digestives contribuent à l'absorption en plus de la voie respiratoire. Par exemple, certains solvants comme le diméthylformamide ou les éthers de glycol, peu volatiles à température ambiante, sont particulièrement bien absorbés par voie cutanée
et cette voie d'absorption peut être non négligeable, voire prépondérante dans certaines situations de travail. La biométrologie prend en compte les conditions réelles d'exposition. Par exemple, l'utilisation de moyens de protection collective et individuelle. On peut le voir sur ces photos, mais également l'effort physique et la température ambiante élevée qui peuvent augmenter le débit ventilatoire et en conséquence l'absorption respiratoire des substances. Pardon. La chaleur ambiante peut également être responsable d'une vasodilatation cutanée qui va favoriser l'absorption cutanée des substances. La biométrologie permet aussi de prendre en compte les différentes sources d'exposition. Par exemple, lors d'une exposition aux produits phytosanitaires, l'exposition peut être extra-professionnelle chez un applicateur de pesticides, mais elle peut également être extra-professionnelle via l'alimentation ou le lieu d'habitation. Enfin, la biométrologie permet de prendre en compte les caractéristiques individuelles des travailleurs. En cas de dermatose étendue, la pénétration cutanée des substances va être favorisée. En cas de pathologie comme une insuffisance rénale, il peut y avoir un retard à l'élimination des substances ou de leurs métabolites, ce qui va favoriser la bioaccumulation. La biométrologie présente également certaines limites. Tout d'abord, plutôt que des limites, il y a certaines non-indications à faire de la biométrologie. Cette approche n'est pas adaptée à la surveillance de l'exposition à des agents chimiques responsables d'effets exclusivement locaux respiratoires ou cutanés, ou de mécanismes irritatifs ou immunoallergiques, ou bien d'effets critiques systémiques déterminés uniquement par des pics d'exposition. Si on prend l'exemple de l'acide cyanhydrique ou de l'hydrogène sulfuré, ce sont des substances qui présentent une toxicité aiguë importante et des pics d'exposition même brefs peuvent être responsables d'effets nocifs. Donc, la détection de ces pics va nécessiter une mesure en continu des concentrations atmosphériques, alors que la biométrologie va permettre une intégration temporelle de ces expositions. La principale limite à l'utilisation de la surveillance biologique reste le nombre limité de valeurs biologiques, d'indicateurs biologiques d'exposition validés et de valeurs biologiques d'interprétation correspondantes, et l'absence de valeurs limites biologiques réglementaires en dehors de celles pour la plombémie. Enfin, elle présente des contraintes générées pour les travailleurs, puisqu'il s'agit de faire un prélèvement dans un milieu biologique. Donc, le plus souvent, on va préférer les urines qui sont un prélèvement moins invasif que le prélèvement sanguin. Il y a également des contraintes pour les employeurs et les services de santé au travail qui financent cette biométrologie et les laboratoires d'analyse médicale qui doivent avoir des méthodes analytiques adaptées et s'engager dans une démarche de qualité. Enfin, mettre en place une surveillance biologique nécessite une formation spécifique du médecin du travail et de l'équipe en santé au travail. Il y a des formations spécifiques dans ce domaine, donc notamment une formation de l'INRS, mettre en place une surveillance biologique de l'exposition aux agents chimiques destinée aux médecins du travail et infirmiers en santé au travail. Comment s'articule la biométrologie et la métrologie atmosphérique? Tout d'abord, si on dispose d'une valeur limite d'exposition professionnelle ou une VLB réglementaire, bien évidemment, la métrologie atmosphérique ou la biométrologie sont obligatoires. Dans les situations d'exposition à des substances pour lesquelles il y a des voies d'exposition autres que respiratoires, ou bien dans le cas d'exposition à des substances volatiles ou des aérosols présentant des effets critiques systémiques non liés uniquement au pic d'exposition, mais plutôt liés à l'exposition cumulée ou moyenne, c'est la biométrologie qui est à privilégier si on dispose d'un indicateur biologique d'exposition validé.
Dans les situations où la biométrologie n'est pas pertinente, qu'on a vu juste avant, c'est la métrologie atmosphérique qui est à mettre en place en priorité. Quels sont les acteurs qui vont faire de la biométrologie? Donc, cette approche est un bon exemple d'action pluridisciplinaire en santé au travail. Donc, on a vu qu'il y a un rôle central du médecin du travail qui est défini réglementairement. Donc, le médecin du travail déclenche l'action et coordonne la mise en place. Il établit la stratégie de surveillance biologique au décours d'une étape préalable d'évaluation des risques et de constitution des groupes d'exposition similaires. Après définition des objectifs, il va choisir un indicateur biologique d'exposition, un moment de prélèvement adapté et une valeur biologique d'interprétation pertinente en se basant sur les recommandations de bonnes pratiques, mais aussi en consultant la base de données Biotox de l'INRS. Il prescrit le dosage de l'indicateur biologique, choisit le laboratoire d'analyse. Il va informer chaque travailleur de ses résultats et les interprète en s'aidant de la fiche de renseignement médical professionnel. Il informe également l'employeur et le comité social et économique de l'interprétation, cette fois globale et anonyme des résultats, en respectant bien sûr le secret médical. Il va pouvoir s'appuyer sur d'autres acteurs en santé au travail, donc notamment l'infirmier en santé au travail, qui prend en charge les prélèvements depuis le recueil jusqu'à l'envoi vers le laboratoire si les prélèvements sont faits dans l'entreprise. Il va également participer au recueil des informations de la fiche de renseignement médico-professionnel et notamment le volet renseignement individuel. Donc, deux volets dans cette fiche. Un volet médical qui recueille des informations, par exemple, sur le statut tabagique, la consommation alimentaire, des traitements médicamenteux en cours qui peuvent interférer sur le résultat des dosages. Et également un volet professionnel qui précise l'activité au poste de travail, les tâches effectuées, les produits utilisés, la protection collective et individuelle réellement mise en place au poste, ainsi que les horaires de la tâche exposante. Donc, cette activité peut concerner le jour ou la semaine de travail du prélèvement en fonction de l'indicateur qu'on a choisi. Donc, cette deuxième partie, ce deuxième volet de la fiche de renseignement peut être également rempli par le préventeur ou l'hygiéniste, qui participe également bien sûr en amont à l'évaluation des risques et la constitution des groupes d'exposition similaires, qui participe également à la métrologie atmosphérique si une campagne est réalisée de façon concomitante. Enfin, un acteur très important dans la biométrologie est le laboratoire d'analyse médicale, qui fournit des conseils notamment sur les conditions de prélèvement, de conservation et de transport des échantillons, qui va transmettre au médecin du travail un compte-rendu avec les résultats des dosages mentionnant les valeurs biologiques d'interprétation pertinentes. Toutefois, l'interprétation contextuelle en termes de risques sanitaires au poste de travail est du ressort du médecin du travail. Enfin, quelles sources d'informations peut-on consulter pour mettre en place la biométrologie en entreprise? Donc, tout d'abord, le site de l'ANSES. Donc, on a vu, c'est l'agence sanitaire française qui est chargée de proposer des valeurs limites biologiques et des valeurs biologiques de référence par son comité d'experts spécialisés valeurs toxicologiques de référence et le groupe de travail indicateur biologique d'exposition. Donc, les rapports sont publiés sur le site de l'ANSES. Bien évidemment, les recommandations de bonnes pratiques pour la surveillance biologique des expositions professionnelles aux agents chimiques disponibles sur le site de la société. Et également la base de données Biotox disponible sur le site de l'INRS. Donc, quelques mots sur cette base de données. Donc, elle recense des informations sur environ 120 substances et 270 dosages qu'on peut rechercher via un moteur de recherche en page d'accueil de la base de données. Elle constitue un guide pour aider le médecin du travail dans la mise en place pratique d'une surveillance biologique, puisqu'elle contient des informations utiles sur le choix du ou des indicateurs biologiques d'exposition,
le moment de prélèvement adapté, les conditions de recueil exigées, mais aussi les laboratoires susceptibles de réaliser le dosage. Elle contient également des informations sur l'ensemble des valeurs biologiques d'interprétation disponibles et régulièrement mises à jour, ainsi que des éléments à prendre en compte pour l'interprétation des résultats. En conclusion, la surveillance biologique des expositions professionnelles s'intègre dans la démarche d'évaluation des risques. C'est un outil de prévention, mais aussi de sensibilisation, puisqu'il s'agit d'estimer la dose interne d'exposition des travailleurs. Donc, elle permet de démontrer l'efficacité de la mise en place de mesures de protection et notamment du port effectif des EPI ou bien du respect des règles d'hygiène. Son usage se développe de plus en plus, notamment parce que le nombre d'indicateurs biologiques d'exposition validés et de valeurs biologiques d'interprétation proposées est en augmentation. Les techniques analytiques évoluent également et permettent de réaliser des dosages de concentration de plus en plus faibles qui correspondent à des expositions aussi de plus en plus faibles. Elle s'appuie sur les recommandations de bonnes pratiques de la Société française de médecine du travail. C'est une approche qui se fait sous la responsabilité du médecin du travail en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire. Elle est indispensable à la traçabilité individuelle des expositions aux agents chimiques et également utile à la traçabilité collective des expositions. Je vais repasser la parole à Gauthier pour la partie correspondant aux réponses à vos questions. Alors, dans un premier temps, nous tenions à vous remercier pour le vif intérêt que vous avez porté sur ce webinaire et puis sur les nombreuses questions que vous avez pu nous transmettre. Nous en avons sélectionné quelques-unes que nous allons traiter maintenant. Donc, la première question qu'on a sélectionnée, c'est dans quelle mesure ou quel contexte est-il obligatoire de mesurer l'exposition aux substances chimiques? Alors, par le terme obligatoire, cette notion d'obligation est associée finalement à celle de la réglementation. Donc, par conséquent, dans le cadre du décret du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et son arrêté d'application, tous les agents chimiques dont le risque est évalué par l'employeur comme étant non faible, ainsi que tous les CMR qui ont une VLEP réglementaire relative, qu'elle soit contraignante ou indicative, on doit réaliser des contrôles par un organisme qui est accrédité pour le contrôle du respect de ces VLEP. Ce contrôle doit être réalisé une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Donc une seconde question qui porte sur si l'activité ne change pas, qu'il n'y a pas de transformation de poste, les mesures doivent-elles être réalisées à une fréquence donnée? Si oui, laquelle? Alors, sur le plan de la prévention, vous pouvez tout à fait vous rapprocher du guide méthodologique de Métropole et notamment la fiche portant sur l'interprétation statistique des résultats de mesure qui définit une approche visant à déterminer la périodicité de mesurage en fonction des concentrations mesurées et qui s'appuie ou s'inspire de la norme EN 189 de mai 2018 qui préconise une disposition pour définir cette périodicité. D'un point de vue réglementaire, à l'issue de la campagne initiale de 3x3 mesures par groupe d'exposition similaire, un contrôle annuel de 3 mesures par GES doit être réalisé. Par contre, attention, si le diagnostic conduit à un dépassement de la VLEP, il y a une mise en place de mesures de prévention et de protection pour réduire le risque qui doit être engagé avant tout nouveau contrôle. Une nouvelle question qui porte sur, lors de la manipulation de plusieurs produits chimiques, comment évaluer l'effet cocktail? Alors, la première étape consiste dans un premier temps à identifier l'ensemble des substances qui sont présentes au niveau du poste de travail. Et une fois que ces substances ont été identifiées, il existe des outils comme MIXI
qui va permettre de caractériser finalement les cocktails de substances qui vont avoir un effet similaire sur un même organe cible. À travers ça, donc, et pour ces substances qui auront été identifiées, donc un indice d'exposition sera calculé, et pour les agents chimiques et pour un indice d'exposition supérieur à 1, finalement, on s'orientera donc vers un dépassement de la VLEP avec des actions qui seront à mettre en place, un indice d'exposition qui sera inférieur à 1, donc ça simulera donc à un non-dépassement de la VLEP. Alors, pour en savoir plus, vous pouvez donc vous rapprocher donc de l'outil MIXI qui est disponible sur le site de l'INRS. Alors, une nouvelle question, donc dans un cadre réglementaire, si on fait des mesures d'exposition et qu'elles sont en dessous des VLEP donc réglementaires, sommes-nous obligés de faire des mesures tous les ans? Alors, la réponse est non, pas toujours. Dans le cadre des agents chimiques dangereux, l'évaluation des expositions peut conduire à une révision de l'évaluation du risque chimique. Et pour une situation de travail donnée, un agent chimique dangereux donné, celui-ci peut être reclassé en risque faible. Et si celui-ci est en risque faible, le mesurage réglementaire n'est pas obligatoire pour cet agent chimique concerné à cette situation de travail. Dans le cas d'un agent chimique dangereux pour une situation où le risque est non faible, là, le mesurage annuel devient obligatoire. Pour le cas des agents CMR, la mesure est systématique une fois par an ou lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Alors, dépassement d'une VLEP, quelles actions pour CMR et non CMR? Alors, sur le plan réglementaire, ce n'est pas uniquement lié à la notion de CMR ou pas CMR, mais aussi au type de VLEP. Alors, je vous ai présenté donc ici un tableau qui résume ces différentes situations. Par agent chimique ou par CMR, donc ce qu'on entend par CMR sur le plan de la réglementation, c'est ceux qui sont classés 1A ou 1B au regard de la classification CLP. Et on va retrouver donc les VLEP réglementaires contraignantes et les VLEP réglementaires indicatives. Donc, dans le cadre des VLEP réglementaires contraignantes, pour un agent chimique dangereux, on va prendre immédiatement des mesures de prévention et de protection adaptées, alors que dans le cadre d'une VLEP réglementaire contraignante pour un CMR, on arrêtera donc le travail au poste de travail et il sera nécessaire de mettre en œuvre des mesures propres à assurer la protection donc, des travailleurs. Dans le cadre d'une VLEP réglementaire indicative, que ce soit un agent chimique dangereux ou un CMR, il est nécessaire de réviser donc l'évaluation du risque chimique et de déterminer donc des mesures de prévention et de protection adaptées. Alors, doit-on faire des mesures pour tous les produits ayant des VLEP? Alors, la réponse est non, bien entendu. L'employeur doit mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux, si le risque est non faible, et aux CMR qui sont présents dans l'atmosphère des lieux de travail. Si l'agent chimique a une VLEP qui est réglementaire, dans ce cas-là, il y a un contrôle technique qui doit être réalisé au moins une fois par an et lors de tout changement pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs. Donc, par un organisme accrédité. Voilà. Nouvelle question, comment mesurer l'exposition à certaines substances chimiques dangereuses pour la santé? Alors, l'exposition, on a donné une définition tout à l'heure. Elle doit être réalisée donc, au niveau des voies respiratoires du travailleur, donc dans la demi-sphère qui est présentée donc, sur ce schéma. Et pour réaliser donc, ces prélèvements à ces substances chimiques, il y a différentes techniques, des prélèvements qu'on appelle de type actif, pour lequel on va utiliser une pompe de prélèvement qui va être reliée à un dispositif de prélèvement, et par pompage, donc on va piéger finalement les substances chimiques d'intérêt. On peut utiliser donc des systèmes passifs à travers des badges, des appareils pour réaliser des mesures en temps réel, mais aussi des prélèvements surfaciques. Alors, la durée du prélèvement, dans ce cas-là, va être fonction donc, des objectifs et finalement des VLEP d'intérêt dans ce contexte. Pour tout ça, en fait, vous pouvez aussi donc, vous rapprocher donc, de la base de données Métropole sur le site de l'INRS qui présente un recueil des méthodes de prélèvement et d'analyse pour un grand nombre de substances chimiques. Alors, comment mesurer l'exposition à une substance quand celle-ci, bien que CMR, ne dispose pas de VLEP? Donc là, on va avoir une vision un petit peu plus large. Le contexte qu'on peut rappeler, effectivement, REACH, c'est près de 143 000 enregistrements d'agents chimiques.
La classification, donc CLP pour les CMR, c'est près de 1061 agents qui sont classés 1A ou 1B. Et l'outil 65, hein, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il compte près de 700 agents chimiques dangereux avec une VLEP. Donc on voit qu'il y a quand même un écart entre tout ça. Et dans ce contexte-là, effectivement, il n'y a pas des VLEP pour toutes les substances, mais vous pouvez tout à fait vous rapprocher donc toujours du guide méthodologique Métropole, notamment la fiche interprétation statistique des résultats de mesure, qui vous présente donc une approche qui est issue de l'IHA, qui est basée sur le 95e centile de la distribution, donc au regard d'une valeur de référence qui est issue de personnes non exposées donc dans l'établissement visité. Ou alors, il existe encore d'autres méthodes dans la littérature scientifique, telle que l'approche du NIOSH, qui est décrite en 3 étapes, qui repose principalement sur une revue des connaissances, une revue de la littérature sur les substances données, les données toxicologiques, etc., qui va conduire finalement à un score. Et ce score, quant à lui, est assujetti donc à une gamme de concentration pour la substance concernée. Nous allons conclure ce webinaire en essayant de répondre à la question dans quelles circonstances, comment choisir entre métrologie atmosphérique ou surveillance biologique des expositions professionnelles, mais aussi faut-il toujours faire ce choix. Ce sera via l'illustration à travers d'un cas pratique. Donc, il s'agit d'une activité de fabrication et de restauration de vitraux. Les travailleurs réalisent des tâches exposant au plomb, du brossage de vitraux anciens qui génèrent de la poussière contenant des composés de plomb. Ils font également de la peinture des pièces de verre, notamment avec de la grisaille, qui est une poudre à base d'oxyde de plomb qui sera diluée. Également le sertissage des pièces de verre avec des baguettes de plomb découpées et fixées par un brasage. Une biométrologie mise en place par le médecin du travail met en évidence des plombémies supérieures aux valeurs limites biologiques réglementaires chez 2 salariés. Donc, ces valeurs limites biologiques réglementaires sont de 300 microgrammes par litre chez la femme et 400 microgrammes par litre chez l'homme. Donc, attention, puisque ces valeurs ne sont pas assez protectrices vis-à-vis des effets sanitaires du plomb, comme on le sait actuellement par des données épidémiologiques plus récentes. Donc, une valeur limite biologique de 180 microgrammes par litre est proposée notamment par l'ANSES en 2019. Donc, au décours de cette constatation, donc les 2 salariés sont pris en charge en consultation de pathologie professionnelle et on a réalisé des mesures complémentaires, donc notamment 4 prélèvements atmosphériques individuels qui sont tous en dessous de la VLEP 8 heures pour le plomb, mais supérieurs tout de même au 10e de cette valeur. Donc, ce qui permet de dire que l'exposition par voie respiratoire est non négligeable. Elle paraît surtout plus importante au poste de travail sur vitraux anciens, mais que ce n'est certainement pas la voie majoritaire à ce poste de travail. Donc, les prélèvements surfaciques mettent en évidence une contamination des espaces de travail, donc ce qui n'est pas très étonnant, notamment une contamination des établis de peinture et d'assemblage, mais également des espaces censés être propres, comme la table de réfectoire, le combiné de téléphone dans le bureau attenant ou la commande du robinet dans les sanitaires. Il y a également une contamination majeure des mains des salariés avant, mais également après lavage. Donc, ce qui permet de conclure, au vu de l'ensemble de ces mesures, qu'il y a une probable contamination par voie digestive, parce qu'on déglutit des particules initialement inhalées, mais surtout par portage des mains contaminées à la bouche ou par ingestion d'aliments contaminés, notamment par les surfaces du réfectoire. Donc, ce qui permet de dire que finalement, la surveillance biologique des expositions professionnelles et la métrologie atmosphérique sont des approches complémentaires qu'il ne faut surtout pas opposer.
Elles permettent d'obtenir des informations utiles sur les voies d'absorption à prendre en compte dans une situation de travail et ainsi de cibler les mesures de prévention adaptées. Alors, comme je voulais annoncer, je vous rappelle que ce webinaire donc, fait partie d'un ensemble de 3 webinaires, hein, que le prochain portant sur la stratégie de prélèvement aura lieu le 28 mai prochain, et un troisième traitant du diagnostic d'exposition aux substances chimiques et sur l'utilisation de l'outil Altrex chimique vous sera présenté le lundi 15 juin. Nous tenions donc à vous remercier hein, pour les nombreuses questions que ce webinaire a suscitées. Nous espérons y avoir répondu donc, à travers ces présentations. Certaines questions qui nous ont été posées, mais qui sont plus spécifiques à la stratégie de prélèvement, seront abordées lors du prochain webinaire du 28 mai prochain. Dans les prochains jours, sachez que ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'INRS et sur son site internet. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et nous vous remercions pour votre présence.